Il y a une femme que tu connais peut-être, elle se lève avant tout le monde, elle répond aux messages avant même que la journée commence. Elle anticipe les besoins des autres avec une précision presque inquiétante. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose se tait, quelque chose qui ressemble à un manque, un vide que toute cette agitation ne parvient pas à combler. Carl Jung a passé toute sa vie à explorer ce territoire invisible, ce continent intérieur que la plupart des gens traversent sans jamais vraiment le voir. Et ce qu'il a découvert sur les femmes qui se donnent sans mesure est bouleversant, non pas parce que c'est une faiblesse, mais parce que c'est une force mal orientée, une lumière braquée dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cet espace, doucement, sans jugement, parce que ce que tu t'apprêtes à comprendre pourrait bien changer la façon dont tu te perçois pour toujours. Jung parlait souvent de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous n'osons pas regarder en face, ce recoin de la psyché où nous rangeons tout ce qui nous dérange en nous, tout ce que nous avons cru devoir cacher pour être aimés. La femme trop disponible ne souffre pas d'un excès d'amour, elle souffre d'une relation blessée avec sa propre valeur. Elle a appris, très tôt, souvent dans l'enfance, que sa présence devait se justifier par le service, que sa place dans le cœur des autres dépendait de son utilité. Ce n'est pas une vérité, c'est une croyance enfouie si profondément qu'elle est devenue invisible. Elle s'est transformée en automatisme, en réflexe conditionné, en manière d'être au monde. Et chaque fois que cette femme dit oui alors qu'elle voulait dire non, chaque fois qu'elle s'efface pour laisser de la place à quelqu'un d'autre, elle renforce, sans le savoir, cette conviction originelle, que sans don de soi, elle n'est rien. Jung décrivait le processus d'individuation comme le voyage le plus important qu'un être humain puisse entreprendre. Ce chemin vers soi-même, vers l'intégration de toutes les facettes de sa personnalité, y compris celles que l'on a rejetées, y compris celles que l'on a sacrifiées sur l'autel du regard des autres. L'individuation, c'est devenir pleinement ce que l'on est, pas ce que les autres ont besoin que l'on soit, pas le rôle que la famille, la société ou la peur nous ont assigné, mais l'être complet, complexe, contradictoire et magnifique que l'on porte en soi. Pour la femme trop disponible, ce voyage est souvent bloqué à la même intersection. Elle s'est construite autour des autres. Sa personnalité tout entière s'est architecturée en fonction des besoins extérieurs. Et le jour où elle essaie de retrouver son propre centre, elle se heurte à une question vertigineuse. Qui suis-je quand je ne suis pas en train de m'occuper de quelqu'un d'autre ? Il existe dans la psychologie jungienne un concept fascinant que l'on appelle la persona, ce masque social que nous construisons pour naviguer dans le monde. Cette image de nous-mêmes que nous projetons vers l'extérieur. La femme trop disponible a souvent développé une persona d'une cohérence redoutable. La femme forte, la femme fiable, la femme sur qui on peut compter, celle qui ne se plaint jamais, qui gère tout, qui sourit même quand elle s'effondre intérieurement. Et ce masque est si bien ajusté, si bien porté depuis si longtemps, qu'elle a fini par le confondre avec son vrai visage. Jung avertissait de ce danger avec une lucidité particulière. Lorsque la persona devient trop rigide, trop épaisse, elle coupe le sujet de ses propres profondeurs. Elle isole du self, ce noyau central de la psyché, source de toute vie authentique. La générosité devient alors une prison dorée, un système de survie psychologique qui garantit l'amour des autres, tout en étouffant la possibilité d'un amour de soi véritable. Pense à cette image que Jung aimait utiliser, la lumière et l'ombre. Partout où la lumière brille intensément d'un côté, une ombre d'égale profondeur se forme de l'autre. La femme qui brille de générosité pour tout le monde autour d'elle projette une ombre considérable sur elle-même, une obscurité faite de besoins non exprimés, de colère ravalée, de désirs abandonnés. Et cette ombre ne disparaît pas parce qu'on refuse de la regarder. Au contraire, elle grossit, elle s'alourdit, elle finit par peser sur tout. Les migraines inexpliquées, la fatigue chronique qui ne cède pas malgré le repos, ce sentiment diffus de vide après avoir rendu service, cette irritabilité soudaine qui surgit sans raison apparente. Ce sont les voix de l'ombre qui cherchent à être entendues. Jung parlait également de l'anima et de l'animus, ces dimensions intérieures qui représentent les polarités complémentaires de notre psyché. Pour comprendre la femme trop disponible, il faut s'attarder un instant sur la relation qu'elle entretient avec sa propre dimension yin, avec cette partie d'elle qui mérite de recevoir autant qu'elle donne, qui mérite d'être nourrie, considérée, choyée. Souvent, cette dimension réceptive a été disqualifiée très tôt. Recevoir, c'était être égoïste,
Avoir des besoins, c'était être un fardeau. Prendre de la place, c'était déranger. Et ainsi, la capacité naturelle à accueillir l'amour, le soutien, l'aide des autres, a été progressivement atrophiée, comme un muscle que l'on n'utilise plus, jusqu'à ce que recevoir devienne presque inconfortable, presque suspect. Combien de fois as-tu minimisé un compliment qu'on t'adressait sincèrement? Combien de fois as-tu refusé une aide qu'on te proposait de bon cœur? Combien de fois as-tu détourné la conversation lorsque quelqu'un essayait de prendre soin de toi? C'est là que réside l'erreur émotionnelle fondamentale dont Jung, s'il avait pu te parler directement, t'aurait mis en garde, non pas l'excès de générosité en lui-même, mais la croyance inconsciente qui le soutient. Cette conviction souterraine que tu ne mérites d'exister dans la vie des autres que si tu leur es indispensable. Cette croyance a un nom dans la psychologie contemporaine, on l'appelle la codépendance. Mais Jung l'aurait décrite différemment. Il aurait dit que c'est une forme de capitulation du soi, un abandon de son propre centre au profit d'une orbite perpétuelle autour des autres. Et cette orbite, aussi belle qu'elle puisse paraître de l'extérieur, est épuisante, parce qu'elle est fondamentalement contraire à la loi la plus profonde de la psyché, celle qui dit que chaque être humain porte en lui un axe sacré, un centre de gravité propre, qui ne peut être abandonné sans conséquence. Laisse-moi te raconter quelque chose. Jung, dans ses écrits, évoquait souvent le mythe de Déméter et Perséphone, cette histoire d'une mère qui se donne entièrement à sa fille, qui construit son existence tout entière autour de cet amour maternel, et qui, le jour où sa fille est arrachée à elle, s'effondre dans une douleur totale, au point de laisser la terre entière mourir de froid. Il ne racontait pas ce mythe pour condamner Déméter, il le racontait pour montrer ce qui arrive quand on investit toute son énergie psychique à l'extérieur de soi, quand on construit son identité sur la relation plutôt que sur l'être. La femme trop disponible est souvent une Déméter moderne. Elle aime avec une intensité authentique et bouleversante. Mais cet amour, s'il n'est pas équilibré par une présence à soi-même, devient une dépendance, une fusion, une dissolution de ses propres contours. Et quand la relation se fragilise, quand l'autre s'éloigne, quand on n'a plus besoin d'elle, c'est toute la structure de son identité qui vacille. Jung décrivait le soi, ce concept central de sa théorie, comme la totalité de la psyché, consciente et inconsciente, la source profonde de notre identité véritable, ce qui reste quand on enlève tous les masques, tous les rôles, toutes les attentes. Le soi ne peut pas être trouvé à l'extérieur, il ne peut pas être construit dans le regard des autres, il ne peut pas être validé par la gratitude de ceux à qui l'on se donne. Ce chemin vers le soi est solitaire par nature, pas parce qu'il est triste, mais parce qu'il est intime, parce qu'il demande ce courage particulier que Jung appelait la confrontation avec l'inconscient, ce moment où l'on cesse de fuir dans l'action, dans le service, dans l'agitation perpétuelle, et où l'on s'assoit, enfin, avec soi-même. Que se passe-t-il quand tu t'arrêtes vraiment? Quand il n'y a plus de tâches à accomplir, plus de besoins à satisfaire, plus de personnes à sauver? Est-ce que tu sais simplement être, ou est-ce que le silence de ta propre compagnie te devient insupportable? Il existe une blessure que les psychologues jungiens appellent le complexe de la mère blessée. Non pas nécessairement une mère cruelle, mais parfois une mère elle-même épuisée, elle-même trop disponible, elle-même effacée, qui a transmis sans le vouloir cette équation fondamentale. Pour mériter l'amour, tu dois te sacrifier. Cette transmission est invisible. Elle ne passe pas par les mots. Elle passe par les modèles, par les attitudes, par les silences éloquents, par cette façon qu'avait peut-être ta mère de toujours passer après tout le monde, de ne jamais exprimer ses propres désirs, de sourire avec une fatigue dans les yeux que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Et toi, tu as absorbé cette leçon dans chaque cellule de ton corps. Tu l'as traduite en comportement. Tu l'as faite tienne sans même réaliser que c'était un héritage, pas une vérité. Voici ce que Jung a observé chez des dizaines de patients au fil de ses années de pratique. La femme qui ne sait pas s'arrêter de donner développe progressivement ce qu'il appelait une inflation de la persona. Elle devient son propre personnage, la généreuse, la forte, la disponible. Et ce personnage prend tellement de place qu'il étouffe la personne réelle. Puis vient le moment de crise, un épuisement soudain, une trahison inattendue, une maladie qui oblige à s'arrêter. Et dans cet espace forcé, dans cette pause non choisie, la femme se retrouve face à elle-même pour la première fois depuis longtemps. Et ce qu'elle y découvre est à la fois effrayant et libérateur. Elle découvre des besoins qu'elle a ignorés pendant des années, des rêves qu'elle a mis en hibernation,
une colère juste et légitime qu'elle a déguisée en patience, un désir profond d'être vue pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait. Jung disait que la névrose est toujours le signe d'un refus de souffrir légitimement, que nous développons des symptômes psychologiques quand nous fuyons une douleur nécessaire, quand nous choisissons la souffrance du sacrifice plutôt que la souffrance de la transformation. La disponibilité excessive est souvent cette fuite, ce détour par lequel on évite de se confronter à des questions existentielles vertigineuses. Qui suis-je vraiment, en dehors des autres? Qu'est-ce que je désire pour ma propre vie? Est-ce que je m'aime suffisamment pour me choisir? Ces questions font peur, parce qu'elles remettent en cause tout ce que l'on a construit, parce qu'elles impliquent parfois de décevoir, de dire non, de laisser quelqu'un se débrouiller, de tolérer d'être vue comme moins parfaite, moins fiable, moins indispensable. Et pour une femme dont la valeur identitaire est indexée sur son utilité aux autres, c'est une menace d'une intensité considérable. Mais voici ce que Jung avait compris avec une profondeur rare: la transformation ne commence pas quand la souffrance disparaît. Elle commence quand on accepte de la regarder en face. Ce n'est pas en continuant à se donner jusqu'à l'épuisement que l'on trouve la paix. C'est en s'autorisant enfin à se demander: qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir? Qu'est-ce que j'ai droit de vouloir pour moi? Où est ma propre faim? Cette faim intérieure, ce besoin authentique d'exister pour soi-même, n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition première de tout amour véritable. Car on ne peut pas vraiment donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas offrir une plénitude que l'on simule, on ne peut pas nourrir les autres depuis un puits que l'on a laissé s'assécher. Jung utilisait l'image de l'arbre. Ses branches peuvent s'étendre magnifiquement dans toutes les directions. Elles peuvent offrir de l'ombre, des fruits, un refuge pour les oiseaux, mais uniquement dans la mesure où ses racines plongent suffisamment profond. Une femme qui ne s'appartient plus est un arbre dont les racines s'amincissent. Elle continue à donner par habitude, par peur, par conviction. Mais quelque chose se fragilise en dessous, hors de vue, hors du regard des autres, là où personne ne regarde et où elle-même n'ose plus descendre. L'individuation, ce voyage vers soi-même que Jung considérait comme la tâche centrale de la vie adulte, c'est précisément ce retour aux racines, cette décision consciente de réinvestir sa propre profondeur, de se redevenir intéressante à soi-même, de traiter son monde intérieur avec autant de soin qu'on en a prodigué au monde extérieur. Il faut parler aussi de ce que Jung nommait la projection, ce mécanisme psychique par lequel nous attribuons aux autres les aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas intégrés. La femme trop disponible projette souvent sur les autres ses propres besoins non satisfaits. Elle devine les besoins de son entourage avec une précision troublante, parce que ses besoins lui appartiennent aussi, parce qu'en s'occupant des autres, elle s'occupe symboliquement d'elle-même, sans jamais s'autoriser à le faire directement. Elle cherche à travers les autres ce qu'elle ne se permet pas de chercher pour elle: le repos, l'attention, la douceur, la validation. Et ce déplacement constant crée un épuisement particulier, un épuisement qui ne se soigne pas avec du sommeil, parce qu'il n'est pas physique dans son essence, il est psychique. Il est le signe que la psyché réclame un repositionnement fondamental. Jung écrivait que chaque individu porte en lui deux pulsions apparemment contradictoires, le besoin de connexion avec les autres et le besoin de connexion avec soi-même, et que la santé psychologique réside dans la capacité à honorer ces deux dimensions sans sacrifier l'une à l'autre. La femme trop disponible a souvent mis toute son énergie du côté de la connexion aux autres, au détriment de cette connexion intérieure qui pourtant est la seule qui ne peut jamais être brisée. Car les gens partent, les relations changent, les rôles évoluent, les enfants grandissent et quittent la maison. Les amis déménagent, les partenaires parfois s'éloignent. Et si toute l'identité d'une femme repose sur sa disponibilité envers eux, que reste-t-il quand ils ne sont plus là? C'est dans ce vide-là, brutal et inattendu, que beaucoup de femmes se perdent. Et c'est dans ce vide-là que Jung voyait paradoxalement la plus grande opportunité de transformation. Le retour à soi n'est pas une trahison des autres, c'est une réconciliation avec soi-même. Ce n'est pas fermer son cœur, c'est apprendre à l'ouvrir dans une direction que l'on a oubliée, vers l'intérieur, vers cette présence silencieuse qui attend, avec une patience infinie, que tu te souviennes d'elle. Jung parlait du soi comme d'une instance psychique dotée d'une sagesse propre, comme d'un centre intelligent qui communique à travers les rêves, les intuitions, les symptômes corporels, ces signaux que la femme trop occupée à s'occuper des autres n'a plus le temps d'entendre. Quand as-tu rêvé pour toi-même pour la dernière fois? Pas un rêve pour tes enfants, pour ton couple, pour ton travail,
mais un rêve qui t'appartient entièrement, un désir qui ne justifie pas son existence par son utilité pour quelqu'un d'autre. La synchronicité, ce concept jungien si particulier, qui décrit des coïncidences porteuses de sens, se manifeste souvent dans la vie de ces femmes au moment où elles commencent à se réorienter vers elles-mêmes. Une rencontre inattendue, un livre qui tombe entre les mains au bon moment, une phrase entendue par hasard qui résonne comme une clé. Ces moments ne sont pas des accidents, ils sont des invitations de la psyché profonde à poursuivre ce chemin, à continuer dans cette direction qui fait peur et qui libère en même temps. L'inconscient n'est pas une obscurité à fuir, c'est une intelligence à apprivoiser. C'est le réservoir de tout ce qui attend encore de se manifester en toi, de toutes les capacités que tu n'as pas encore explorées, de toutes les femmes que tu portes encore en toi et que la peur n'a pas encore laissé émerger. Alors que signifie concrètement se réapproprier son centre de gravité? Cela commence par des gestes qui semblent insignifiants mais qui sont révolutionnaires dans leur intention. Laisser une demande sans réponse immédiate, tolérer le disconfort de ne pas être disponible, remarquer la panique subtile qui monte quand tu n'es pas utile, et au lieu de la fuir dans l'action, l'accueillir avec curiosité. Qu'est-ce que cette panique essaie de me dire? Quelle vieille peur est-elle en train d'activer? Quels besoins non exprimés cherche-t-elle à masquer? Ces questions ne sont pas des questions rhétoriques, elles sont des outils de transformation, des portes d'entrée vers cette intériorité que Jung considérait comme le lieu de toute guérison véritable. La femme qui se retrouve, qui réapprend à se choisir sans culpabilité, ne devient pas moins aimante. Elle devient plus aimante d'une manière différente, plus juste, plus vraie. Son amour cesse d'être une dette qu'elle paie pour avoir le droit d'exister. Il devient un choix conscient, libre, nourri par sa propre plénitude. Et cet amour-là a une qualité différente, une profondeur différente, une durabilité différente. Les gens autour d'elle le sentent. Ils ne peuvent pas toujours le nommer, mais quelque chose a changé. Elle est là d'une manière plus entière, plus présente, plus réelle, parce qu'elle n'est plus en train de jouer un rôle, elle est en train d'être quelqu'un. Jung croyait profondément que la seconde moitié de la vie avait une signification particulière, qu'elle était faite pour ce travail d'intégration et de réconciliation intérieure, que les questions que l'on repoussait dans la jeunesse revenaient avec une urgence nouvelle à la quarantaine, à la cinquantaine, non pas pour nous punir, mais pour nous offrir une dernière et magnifique invitation à devenir pleinement nous-mêmes. Si tu te reconnais dans ces mots, si quelque chose en toi résonne à cette description, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence que tu aies cliqué sur cette vidéo aujourd'hui. C'est peut-être le soi qui cherche à se faire entendre, qui envoie à travers les méandres improbables d'un algorithme un signal que tu étais prête à recevoir. Le voyage vers toi-même n'est pas un luxe. Ce n'est pas quelque chose que tu feras quand tu auras fini de t'occuper de tout le monde, parce que ce moment ne viendra pas tout seul. Il faut le créer, il faut le choisir, il faut décider, une fois dans sa vie, de se placer sur sa propre liste de priorités, non pas en dernier, mais à égalité avec tout ce que tu chéris. Tu as passé suffisamment d'années à cartographier le territoire intérieur des autres. Il est temps enfin de commencer à explorer le tien.